Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, l'analyse porte sur un rapport de recherche historique vraiment exceptionnel. Ah oui, tout à fait exceptionnel. C'est une documentation d'une grande richesse. L'objectif, c'est de décortiquer des documents qui se penchent sur la ville d'Ichinomiya. C'est situé dans la préfecture d'Aichi, au Japon. Et ce qui rend cette lecture si singulière, c'est que les chercheurs ont établi des liens culturels profonds. Des liens presque invisibles au premier regard, en fait. Exactement. Des liens entre l'évolution de cette ville et le parcours de Ruichi Chiara. C'est un athlète qui a récemment accompli un exploit rarissime en patinage artistique en couple, le fameux Grand Chelem en carrière. Ce qui donne toute sa valeur à ces sources, c'est la manière dont elles croisent des disciplines qui ne se parlent pas souvent. Le rapport combine la géographie urbaine, l'histoire politique locale et la sociologie du sport de haut niveau. Hmm. On ne lit pas simplement une biographie sportive. On observe, à travers des siècles d'archives, l'environnement géographique et psychologique qui a rendu un tel palmarès possible. D'accord, déballons tout ça. L'idée centrale ici, c'est que le succès d'un tel athlète n'est pas qu'une simple question de génétique ou de talent individuel. Non, bien sûr que non. C'est véritablement d'aboutissement de l'ADN historique et de la résilience d'une région entière. L'exploration d'aujourd'hui s'articule autour de 5 récits historiques méconnus d'Ichinomiya. L'intention, c'est de révéler des trésors cachés pour de futurs voyageurs au Japon. Tout en offrant une réflexion sur la manière dont l'esprit d'un lieu façonne la mentalité de ses habitants. C'est ça. Le point de départ naturel de cette géographie urbaine, c'est l'eau, et plus particulièrement le sanctuaire Masumida. En effet, le rapport souligne que l'histoire d'Ichinomiya est indissociable de la maîtrise des eaux du fleuve Kiso. Historiquement, ce fleuve, c'était une force de la nature indomptable, Capricieuse même. voilà, qui inondait régulièrement la plaine. L'ancien clan Owari a dû déployer des efforts colossaux pour dompter cette eau et rendre la terre fertile. Et le nom même de la ville est un témoignage direct de cette époque. Ichinomiya. Oui. Ichinomiya, ça signifie le premier sanctuaire de la province. Ça désigne le sanctuaire Masumida qui a été érigé comme un ancrage spirituel pour protéger la région. C'est un détail urbain vraiment frappant. La ville entière tire son identité d'un lieu de culte. Et le document s'attarde longuement sur l'architecture de ce sanctuaire. Ça semble refléter une certaine rigueur locale, non? Tout à fait. Les chercheurs détaillent un style architectural très spécifique appelé Owari-zukuri. Ah, oui. Contrairement à d'autres sanctuaires qui s'intègrent de manière organique dans la nature environnante, celui-ci a été pensé avec une précision géométrique stricte. Il est construit en ligne droite. Avec une symétrie parfaite. C'est fascinant. Le but était de créer un chemin rituel profond et solennel, un axe qui fusionne l'espace des nobles avec l'espace sacré. C'est une architecture qui impose un respect immédiat et qui exige une concentration totale lorsqu'on l'arpente. Et la dimension de résilience abordée dans le rapport est tout aussi marquante. Ce complexe, qui est classé trésor national, a été presque entièrement réduit en cendres lors des bombardements de 1945. C'est exact. Et l'effort de reconstruction n'a pas été une simple réplique du passé. L'architecte Takashi Tsunami a pris le parti de fusionner les techniques modernes de l'après-guerre avec cette tradition ancestrale. Il a notamment conçu un magnifique toit ondulé. Un toit qui n'est pas sans rappeler le mouvement perpétuel des vagues du fleuve Kiso, justement. Voilà, c'est super poétique. Et pour quiconque s'intéresse à l'urbanisme lors d'un voyage au Japon, les sources pointent une particularité rare. La majorité des villes japonaises modernes se sont développées de manière concentrique autour de leur gare ferroviaire. Oui, c'est le modèle classique. Mais Ichinomiya a conservé une logique urbaine ancienne. La rue commerçante principale, Onmachi, fait directement face à la porte du sanctuaire. C'est un modèle où la foi stimule littéralement le commerce, du coup. C'est exactement ça. D'ailleurs, le grand festival de Tanabata organisé dans la ville est dédié aux divinités du textile, ce qui ancre le travail quotidien dans une dimension sacrée. Et le parallèle établi par les chercheurs avec la technique sur glace de Ryuichi Chiara prend tout son sens ici. L'exigence millimétrée de la technique en couple, cette perfection mécanique requise dans chaque mouvement, ça semble faire écho à la rigueur exigée par cette divinité du tissage. Oui, un programme sur glace est littéralement tissé de mouvements interdépendants. C'est le mot. Et la propre résilience de l'athlète, face aux nombreuses blessures graves qui ont jalonné sa carrière, reflète cette capacité du sanctuaire Masumida à renaître de ses cendres, avec une structure encore plus solide. Et cette métaphore du tissage est d'ailleurs le pivot central du développement de la région. Ce qui nous amène naturellement à l'ère industrielle de la ville. Une période qui a forgé une culture urbaine extrêmement singulière autour du boom du textile.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les sources nous plongent dans le Japon des années 50, l'âge d'or de la production textile. Ichinomiya se transforme en une véritable ruche industrielle. Oui, le terme employé à l'époque, gatchaman, résume parfaitement l'effervescence économique. Gashaman, oui. Gasha reproduit l'onomatopée du bruit lourd et métallique d'un métier à tisser en action, et man fait référence au billet de 10 000 yens. En clair, chaque coup de machine faisait tomber une petite fortune dans les poches des industriels locaux. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact direct de cette frénésie de production sur l'architecture et les habitudes sociales de la ville. Le rapport décrit ces usines dotées de toits en dents de scie. Ah oui, les fameux toits. Cette forme architecturale très spécifique permettait de capter une lumière naturelle constante venant du nord. C'était une condition indispensable pour que les artisans puissent vérifier avec précision les nuances de couleur des fils et des tissus, sans être trompés par le soleil direct. Mais l'envers du décor, c'est que ces usines étaient des environnements d'une hostilité sensorielle extrême, en fait. Le vacarme mécanique des centaines de métiers à tisser fonctionnant simultanément, couplé à l'air saturé de poussière de fibres textiles, ça rendait toute conversation impossible. Conséquence directe, les patrons d'usines et les négociants ne pouvaient physiquement pas discuter affaires ou signer des contrats dans leurs propres locaux. Les réunions ont donc été délocalisées vers les espaces les plus proches et les plus calmes. Les cafés de la ville. C'est ça, à savoir les cafés. C'est ainsi qu'a émergé la célèbre culture du morning service, le petit déjeuner typique d'Ichinomiya. Pour attirer et retenir cette clientèle d'hommes d'affaires qui commençaient leur journée très tôt, les propriétaires de cafés se sont mis à offrir de la nourriture avec la commande d'une simple tasse de café. Le rapport note que ça a commencé par un simple œuf dur ou des cacahuètes avant de se transformer en une véritable surenchère locale. Aujourd'hui, on y sert des menus copieux incluant des toasts épais à la pâte de haricots rouges, des salades, voire des nouilles, sans supplément de prix. C'est devenu une institution. Et pour les visiteurs d'aujourd'hui, d'anciennes usines textiles aux toits en dents de scie ont d'ailleurs été réhabilitées en musée ou en galerie d'art. La ville revendique fièrement son statut de capitale du petit déjeuner. Un détail amusant mentionné dans la recherche, pour célébrer les victoires mondiales de l'athlète local, certains établissements proposent un petit déjeuner commémoratif du Grand Chelem. Oui, c'est une belle reconnaissance. Mais au-delà de l'anecdote culinaire, l'analyse sociologique du rapport est cruciale. Grandir dans un tel écosystème laisse une empreinte psychologique indélébile. Bien sûr. Les chercheurs suggèrent que cette imprégnation culturelle est la matrice même de la discipline de fer et de l'éthique de travail obsessionnelle que l'on retrouve chez Kihara dans sa préparation olympique. Cette notion de discipline de fer offre une transition évidente vers un pan de l'histoire beaucoup plus sombre et martial abordé dans notre documentation. Un saut dans le temps nous ramène à l'époque tumultueuse des royaumes combattants, l'ère Sengoku, pour examiner le destin tragique du château disparu d'Ichinomiya et de ses samouraïs. Le contexte historique détaillé dans les archives est celui d'une période de guerre incessante pour l'unification du Japon. Ichinomiya possédait une forteresse sous le commandement du seigneur Seki Nagayasu. Hmm. En 1584, durant la célèbre bataille de Komaki-Nagakute, ce seigneur s'est retrouvé au cœur d'un affrontement stratégique majeur. Il a pris la décision de lancer une manœuvre de contournement, une attaque surprise destinée à prendre à revers les armées du puissant Tokugawa Ieyasu. C'était un pari tactique audacieux, mais dont l'échec ne laissait aucune place à la survie. La manœuvre a été anticipée par les forces ennemies, l'assaut a été écrasé et Nagayasu y a perdu la vie. Exactement. Cet événement a scellé la fin de sa lignée militaire et a précipité le démantèlement total de son château. Si l'on relie cela à une perspective plus large, ce qui interpelle les historiens aujourd'hui, c'est l'effacement physique de ce passé. La géographie urbaine contemporaine a totalement recouvert cette tragédie. À l'emplacement exact où s'élevait le château de ce seigneur de guerre, se dresse aujourd'hui une grande agence de la banque Mitsubishi UFJ. C'est fou, ça. Oui. Le seul vestige est un modeste monument de pierre, presque invisible pour les passants pressés. C'est l'illustration physique d'un pays qui est passé d'une ère féodale, régie par le sabre, à une modernité dictée par les flux financiers. La lecture que font les chercheurs de cet héritage martial est captivante. Ils dressent un parallèle direct entre l'état d'esprit requis pour un samouraï sur un champ de bataille du XVIe siècle et celui d'un patineur de coupe de très haut niveau exécutant des éléments techniques extrêmes, comme les sauts lancés. Oui, dans les deux cas, on retrouve une concentration mentale absolue et une tolérance à l'échec qui est strictement de zéro. L'analogie est vraiment pertinente. Le concept de zanshin, cette vigilance continue et cette connexion totale à l'instant présent qu'exigeaient les arts martiaux, se retrouve dans la biomécanique du patinage en couple. Tout à fait.
Lorsqu'un athlète lance sa partenaire dans les airs à pleine vitesse, une fraction de seconde d'hésitation ou un millimètre de décalage sur la carte du patin entraîne irrémédiablement une chute violente. C'est un engagement physique total qui explique pourquoi la presse spécialisée qualifie parfois ces sportifs de samouraïs modernes. Et en parlant d'engagement physique et de risques calculés, pour maintenir une structure en équilibre, le document nous offre une fresque historique digne d'une grande production cinématographique. Oh oui, cette histoire-là est incroyable. Nous sommes en 1682. Le shogunat Tokugawa s'apprête à recevoir des émissaires officiels venus de Corée. La diplomatie de l'époque d'Edo était une affaire de démonstration de force et de logistique. Le shogunat devait prouver sa capacité à mobiliser des ressources colossales. Pour permettre le franchissement du fleuve Kiso par cette imposante délégation étrangère au niveau du relais d'Okoshi, les ingénieurs de l'époque ont conçu une infrastructure éphémère stupéfiante. Les chiffres extraits des archives donnent le vertige. Pas moins de 270 bateaux civils ont été réquisitionnés, alignés et enchaînés les uns aux autres pour former un pont flottant ininterrompu de 850 mètres de long à travers les courants traîtres du fleuve. C'est colossal. L'impact visuel de cette prouesse d'ingénierie était tel que les émissaires coréens, impressionnés, l'ont décrit dans leur chronique officielle comme un immense dragon couché sur les vagues. C'est une image puissante, c'est certain. Mais le rapport d'histoire locale prend soin de nuancer ce triomphe diplomatique en soulignant son coût humain. Cette démonstration de puissance était un fardeau économique écrasant pour les communautés locales. Bien sûr, ils ont dû tout financer. Et pas seulement, les pêcheurs d'Okoshi étaient contraints de céder leur outil de travail en pleine saison et devaient en plus assurer la maintenance dangereuse de cette structure soumise à la tension constante des courants. Pour les amateurs d'histoire qui explorent la région, les vestiges de débarcadères de Koshi et l'ancienne résidence marchande de Minatoya Bunimon offrent une fenêtre fascinante sur cette époque. Une époque où la ville était une zone de transit sous haute tension. Et la corrélation que font les auteurs de l'étude avec la discipline sportive est très subtile ici. Un pont flottant constitué de centaines d'embarcations indépendantes exige une connexion mécanique parfaite. Si la tension entre deux bateaux n'est pas équilibrée, si une seule chaîne cède sous la pression du courant, c'est l'ensemble de la structure qui se disloque. Le patinage en couple fonctionne sur le même principe physique d'interdépendance. Il s'agit de deux centres de gravité distincts qui doivent s'unir pour créer une force centrifuge stable. C'est exactement ça. Il y a également une résonance dans le rôle diplomatique. Le relais d'Okoshi servait d'ancrage pour l'accueil des délégations étrangères et la facilitation des relations internationales. De manière analogue, un athlète évoluant au sommet des compétitions mondiales endosse le rôle d'ambassadeur culturel. Ses performances sur la glace deviennent un vecteur d'échange et de représentation du Japon à l'étranger. Ce parcours historique nous mène à un événement qui a redéfini en profondeur la topographie et l'industrie de la région. C'est un chapitre marqué par la destruction, mais surtout par une transformation radicale. Le grand tremblement de terre de Nobi. Ah oui, en 1891, un séisme continental dévastateur, estimé à une magnitude de 8,0, a fracturé la région. Les archives indiquent que près de 80% des infrastructures de la ville voisine de Hajiwara, qui est aujourd'hui rattachée à Ichinomiya, ont été rasées. C'est une cicatrice géologique et historique majeure. Le rapport mentionne d'ailleurs un lieu de mémoire particulièrement atypique pour quiconque s'intéresse à la relation des Japonais aux catastrophes naturelles. Au temple Okoji. Voilà. Un monument y a été érigé en mémoire de ce séisme. Toutefois, ces inscriptions ne se limitent pas à un hommage aux disparus. Le texte est formulé comme un avertissement philosophique sévère. Il rappelle sans détour aux générations futures l'impermanence des constructions humaines et l'imprévisibilité absolue des forces telluriques. Le point crucial soulevé par les chercheurs, c'est l'application du concept de destruction créatrice à cet événement. Avant le séisme, l'industrie textile d'Ichinomiya reposait massivement sur des métiers à tisser manuels, construits en bois. Oui, Le tremblement de terre a littéralement pulvérisé cet outil de production devenu obsolète. face à cette table rase imposée par la nature, les industriels locaux se sont retrouvés dos au mur. Ils n'ont pas reconstruit à l'identique. Ils ont profité de l'obligation de se rééquiper pour faire un saut technologique majeur. En important et en adoptant massivement des métiers à tisser modernes, construits en fer et fonctionnant à l'énergie mécanique puis électrique. Paradoxalement, cette tragédie sismique a été le catalyseur brutal qui a propulsé Ichinomiya dans sa phase d'industrialisation la plus prospère. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie dans le cadre de notre analyse ?
Le parallèle dressé par les sociologues du sport avec le parcours de Chiara est ici le point culminant du rapport. La carrière de cet athlète a connu sa propre faille sismique. Oui, l'accident de 2022. Exactement. Dans la période précédant les Jeux Olympiques, il a été victime d'un traumatisme crânien sévère suite à une chute sur la glace. Une blessure d'une telle gravité ébranle non seulement le corps, mais surtout la confiance psychologique indispensable pour retourner sur la glace et exécuter des portées périlleux. La réaction face à cette destruction physique et mentale est le point de convergence avec l'histoire de sa ville. Plutôt que de subir cet arrêt forcé comme une fatalité marquant la fin de sa carrière, le processus de rééducation a été utilisé pour déconstruire et repenser intégralement sa technique de patinage. Une destruction créatrice, en somme? C'est ça, ce passage lui a permis de bâtir une structure biomécanique plus résiliente, l'amenant à des standards de performance technique qu'il n'avait jamais atteints auparavant. C'est vraiment impressionnant. Cela soulève une question importante sur notre façon de lire l'environnement urbain. Au fil de ces 5 séquences historiques, il devient évident qu'Ichinomiya dépasse le simple statut d'agglomération industrielle. C'est une superposition géologique de mémoire collective. On y trouve la strate sacrée, avec le sanctuaire Masumida, Exact, la strate de la production frénétique avec l'ère du textile. et la strate des flux et de la diplomatie, avec le fleuve Kiso. La thèse défendue est que l'ensemble de ces dynamiques coexistent de manière invisible mais active, infusant la mentalité de ceux qui y grandissent d'un mélange unique de rigueur artisanale, de flexibilité face au choc et de résilience. Une notion de transmission vient clôturer ce riche rapport documentaire, sur une note particulièrement poignante. Les chercheurs s'attardent sur un événement survenu en 2022, l'année même où cet athlète atteignait la consécration internationale. Oui. La patinoire historique de son enfance, une infrastructure vétuste ouverte en 1965, a définitivement fermé ses portes. Elle a été victime des restructurations économiques de la région. La disparition de ce lieu de formation, qui agissait comme un espace presque sacré pour les patineurs locaux, crée un vide symbolique. Les sociologues suggèrent qu'en l'absence de ce repère physique, le champion lui-même semble avoir assumé le rôle de dépositaire de cette mémoire. Un gardien. Oui, il devient en quelque sorte le gardien moral d'une ville industrielle en pleine mutation. Il incarne désormais cette matrice spirituelle pour la nouvelle génération, prolongeant l'héritage d'une région qui a toujours su s'adapter. C'est une métaphore filée d'une grande justesse, qui nous ramène au tout premier récit de notre exploration. De la même manière que l'eau pure du sanctuaire Masumida se déversait historiquement pour irriguer et nourrir l'immense plaine d'Owari, l'héritage d'abnégation et de précision de cette ville continue de nourrir ses talents. Cette plongée documentaire prouve de façon magistrale qu'une ville n'est jamais un simple décor inerte. C'est une entité vivante. À travers les cycles continus d'effondrements et de reconstruction, à travers l'évolution de son architecture et les drames de son histoire, un territoire forge, décennie après décennie, le squelette psychologique et l'âme de ceux qui y voient le jour. En guise de réflexion finale pour prolonger l'analyse de ce rapport, il est pertinent de s'arrêter sur une idée qui traverse l'ensemble de ces sources en filigrane. L'histoire fondatrice de toute cette région repose sur la maîtrise d'un élément naturel, l'eau. L'eau, toujours. Que ce soit l'eau sacrée vénérée au sanctuaire ou les courants féroces du fleuve Kiso qu'il a fallu enjamber. Si l'on considère que le sport en question ici se pratique précisément en glissant sur de l'eau à l'état solide, la perspective devient vertigineuse. C'est clair. Dans quelle mesure la transformation progressive et violente des ressources naturelles d'un territoire, d'un fleuve sauvage indomptable, à l'énergie de la vapeur actionnant des métiers à tisser, jusqu'à la surface glacée et maîtrisée d'une patinoire, détermine-t-elle, des siècles plus tard, l'essence même et la résistance des champions qu'une société est en mesure d'engendrer? C'est une réflexion historique d'une profondeur rare pour clore cette analyse. C'est une invitation à observer l'architecture, les ruines et les paysages industriels sous un prisme entièrement nouveau. L'auditeur attentif remarquera certainement que les récits silencieux cachés derrière les façades en dents de scie ou les rues menant au sanctuaire détiennent souvent les clés de la réussite contemporaine. Une pensée à garder en tête lors de futures visites historiques à travers le Japon ou ailleurs. L'exploration documentaire s'achève ici pour aujourd'hui, avec la certitude que de nombreuses autres archives fascinantes attendent d'être déballées prochainement.